Au fur et à mesure. Donc, bonjour à tous. Merci Edouard pour cette introduction. On va commencer en fait cet atelier par une présentation de la réglementation, de la nouvelle réglementation en termes de lutte contre le blanchiment et financement en fait du terrorisme. L'idée étant de, je dirais, faire un état des lieux en termes de réglementation pour ensuite envisager avec Éric Percheron et Oliver Milleul les impacts, je dirais, concrets que cette réglementation a sur les tirs. Également, plus largement, les enjeux, on va dire, d'industrialisation qu'il peut y avoir sur les dispositifs de lutte contre le blanchiment aujourd'hui au sein des établissements. Donc, la réglementation, elle est aujourd'hui, en tout cas les nouveautés réglementaires, elles sont divisées, on va dire, en deux instruments légaux qui ont été publiés au mois de juin 2015. Le premier, c'est une directive, donc c'est la 4e directive anti-blanchiment. Et le deuxième, c'est un nouveau règlement européen sur les transferts de fonds. Donc ces deux instruments entreront en vigueur au plus tard le 26 juin 2017. Date limite de transposition de la directive anti-blanchiment. Donc si on rentre un petit peu dans le détail, en commençant en fait par la 4e directive. La première nouveauté, c'est l'extension du champ d'application de la directive. Donc désormais, la directive s'applique également aux prestataires de services de jeux de hasard et également en fait aux négociants en biens à partir d'un seuil de 10 000 euros. Auparavant, c'était 15 000 euros. Donc on a un abaissement du seuil qui a été prévu pour l'application en fait de ces dispositions pour les marchands de biens. Donc ça c'est, voilà, il faut le savoir, c'est le périmètre, ça correspond, ça s'applique pas directement aux établissements bancaires. En revanche, le second point, il concerne les infractions fiscales pénales. Désormais, la directive les intègre dans le périmètre d'application en fait de la directive. Donc sous deux conditions. La première, c'est que ces infractions fiscales soient punies d'une peine privative de liberté, d'une durée en fait maximale en fait supérieure à 1 an. Et la deuxième, c'est pour les entités, pour les pays pour lesquels en fait on prévoit des peines minimales pour ces infractions-là. Ces peines minimales, elles sont d'une peine minimale supérieure à 6 mois. Donc ça veut dire que désormais, au sein en fait, de la directive, on intègre ces infractions fiscales pénales. Donc ça ne constitue pas en fait une nouveauté au niveau en fait, de la France, puisque le Code monétaire et financier prévoyait déjà l'intégration de la fraude fiscale dans le périmètre de la lutte contre le blanchiment. Mais désormais, c'est harmonisé au niveau européen. Le troisième élément, il concerne les personnes politiquement exposées. Jusqu'à maintenant, on avait, on va dire, une définition en fait, des personnes politiquement exposées qui était essentiellement centrée sur les personnes qui étaient en fait à l'étranger, notamment donc, la notion de PPE étrangère. Donc désormais, on introduit la notion de PPE nationale, et donc on a en fait des mesures de vigilance qui doivent être appliquées pour toute relation d'affaires nouée avec une personne présentant un risque élevé de corruption. D'accord ? Donc on a en fait un périmètre aujourd'hui qui est étendu pour mettre en œuvre ces mesures de vigilance sur les personnes politiquement exposées.
Et le dernier point, qui ne figure pas dans les slides, c'est que les produits de monnaie électronique sont désormais également intégrés dans le périmètre de la directive, sachant qu'il y a un certain nombre de règles qui permettent, je dirais, de rendre moins contraignant cette opération, dans la mesure où, à partir en deçà d'un certain seuil en fait, de transaction, la directive en fait, ne s'applique pas. Mais il faut savoir désormais que les produits de monnaie électronique sont dans le périmètre de cette directive. Le deuxième impact, c'est la mise en place de règles en matière de territorialité. Désormais, il y a une obligation pour les établissements assujettis de mettre en place des politiques de lutte contre le blanchiment à l'échelle des groupes. Donc ça signifie qu'au niveau d'une entité qui est assujettie, elle aura effectivement la possibilité d'appliquer son propre droit à d'autres établissements qui ne sont pas membres en fait, de l'Union européenne. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau dans la directive et d'important. Donc cette possibilité est ouverte dans la mesure où c'est nécessaire, parce que il ne sera pas nécessaire d'imposer les règles de l'établissement assujetti si les règles du pays concerné sont au moins équivalentes à celles en fait, du pays d'origine. En revanche, si ce n'est pas le cas, l'établissement assujetti pourra imposer en fait, son droit national à condition que les dispositions locales ne viennent pas en contradiction. Donc cette notion est nouvelle et elle est importante. Le deuxième point par rapport à ce sujet en fait, de territorialité, c'est que si vous avez dans un pays qui est assujetti à cette directive un prestataire de monnaie électronique et de paiement qui intervient par le biais d'un intermédiaire, eh bien, il devra nommer un représentant permanent pour les sujets de lutte contre le blanchiment, de façon à interagir avec l'autorité locale. Le troisième impact de la norme, c'est l'approche fondée sur les risques. Alors, pour les spécialistes en fait, qui sont dans la salle, ça n'est pas en fait une nouveauté. L'approche par les risques a été introduite par la troisième directive. En revanche, la nouveauté, elle est dans les modalités d'application. Dans la mesure où on précise qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque qui doivent être pris en compte dans la mise en œuvre de l'approche par les risques. Donc ces facteurs-là sont les clients, notamment par exemple les TPE, là, on a bien vu, la nature des clients, les produits et services. On sait bien que voilà, il y a des produits de monnaie électronique qui sont anonymes, et tout produit instrument financier de type anonyme favorise forcément la fraude en matière de lutte contre le blanchiment, mais également en fait les pays. Aujourd'hui, la Commission européenne a renforcé ses pouvoirs via effectivement cette directive pour pouvoir établir une liste de pays à risque. Donc on voit qu'on est en fait dans la précision des facteurs à prendre en compte pour pouvoir mettre en œuvre cette approche par les risques. De la même manière, au niveau de la directive, on va avoir un certain nombre d'annexes qui vont préciser les cas dans lesquels on peut considérer qu'on pourra être en vigilance allégée. Donc aujourd'hui, voilà, ce qui est intéressant pour les établissements, c'est de confronter la pratique de l'approche par les risques qu'elles ont développée depuis la troisième directive
avec, on va dire, ce cadre un peu plus précis et opérationnel qui est préconisé par la 4e directive. Alors, on en vient au point, je dirais, le plus important, on va dire un des points les plus importants de la 4e directive, c'est le point sur les bénéficiaires effectifs. Donc on a un renforcement aujourd'hui des obligations à l'égard des bénéficiaires effectifs. Alors, la directive décrit de façon précise désormais la notion de bénéficiaire effectif. Donc, on a une définition qui est en phase avec celle qui est aujourd'hui prévue dans le droit français, hein, puisque ça n'est pas non plus en fait une nouveauté dans le domaine, au niveau de la réglementation française, puisqu'aujourd'hui les établissements doivent mettre en place des mesures de vigilance renforcées sur les bénéficiaires effectifs lorsqu'il y a un soupçon en termes en fait, de blanchiment. Mais la véritable nouveauté, c'est que cette obligation, je dirais, d'investigation au niveau en fait, des bénéficiaires effectifs, elle devient systématique. Donc, il est dit dans la norme qu'il convient de détenir des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. C'est le caractère systématique de cette obligation-là. Et le deuxième point, c'est que cette information-là devra être partagée entre les États membres via la mise à disposition au niveau d'un registre central des données sur les bénéficiaires effectifs. Donc, pour les établissements, il y a deux conséquences. Un, c'est le fait de mettre en place le reporting nécessaire pour mettre à disposition cette information-là. Donc, c'est plutôt une contrainte. Et c'est aussi en fait un bénéfice dans la mesure où elles pourront avoir accès à ce type de registre-là dans le cadre des investigations qu'elles vont mener sur les bénéficiaires effectifs. Donc aujourd'hui, les modalités de mise à disposition de ces informations-là, elles ne sont pas encore arrêtées.